Bonsoir, merci de votre présence. J'excuse le retard de Jade Bizel, elle va arriver mais elle m'a indiqué qu'elle serait en retard. Et l'absence de Victor Legal qui donne pouvoir à Philippe Gesselin. 19h, nous allons donc commencer par le quart d'heure citoyen. Nous avons 3 questions. La première, c'est étonnant, on a l'impression que les gens ne posent que 3 questions par conseil municipal. 3. Donc la première question, je vous la pose. Est-ce que vous comptez remettre le stationnement minute place de l'église devant la boulangerie et le bureau de tabac, sachant que de nombreuses personnes handicapées ou âgées ne vont plus dans ces commerces stationnement trop éloignés? Et je vais donner la parole à Pascal Toby pour cette réponse. Allume le micro. Tous conscients que les personnes âgées ou les personnes handicapées ont besoin d'avoir un stationnement près de la boulangerie, mais c'est la raison de la presse d'ailleurs également. Il faut savoir qu'on a des places kilomètres pour les personnes à mobilité réduite, donc une qui est en face à la boulangerie, on peut ici sur le logo avec le petit fauteuil au sol, ainsi que sur le petit panneau. Il y en a également 2 au niveau du bord et une près de l'église, à côté du tir à la carabine en ce moment, si vous voulez, on se trouve pour les enfants. Par contre, la question peut-être que vous posez, à savoir si on peut mettre un deuxième pour également de la presse. Alors en fait, on ne pourra pas le faire parce qu'il était au départ le stationnement immédiat de la maison de la presse, sauf qu'il y a eu des marches arrière et beaucoup de voitures se trouvaient dans la vitrine du pôle nord. Donc c'est pour ça qu'il a été repoussé un peu plus loin et qu'on va éviter que le vote soit à nouveau abîmé. Voilà. C'est pour ça qu'on le fera d'autres. On risque de l'accident gêne plus qu'autre chose. Merci Pascal. Voilà. Donc la réponse sera sur le site internet prochainement. Deuxième question. Quand mettrez-vous des toilettes à l'air de pique-nique situées dans le virage près du port de l'Héra, à l'embranchement de la route de Nord-Voray? Ce lieu étant très fréquenté été comme hiver, on voit régulièrement les gens sortir des forêts. Ceci me semble indispensable à notre époque. Ça fait des années que je fais cette demande et rien ne bouge. J'espère enfin être entendue. Et je vais demander à Christophe Bizel de bien vouloir répondre. Bonsoir à tous. Donc en fait, on ne peut pas installer des toilettes publiques sur tous les aires de pique-nique. Cette parcelle, entre autres, ne comporte pas ni de réseau électrique ni d'eau. Maintenant, on prend en compte la demande. Ce qu'on peut faire éventuellement dans un premier temps, ce serait éventuellement de mettre un panneau de sensibilisation pour les gens et une signalétique, sachant qu'il y a des toilettes à l'ERA qui sont à peine 300 mètres. Merci Christophe. Troisième question. Pouvez-vous répondre aux administrés qui se posent la même question que moi? Madame pense que tout le monde se pose la même question, mais pourquoi pas? Pourquoi les travaux de consolidation du littoral à Bayaden ont dû être pris en charge financièrement par des personnes privées habitant en bordure de mer? Et que par ailleurs, ces mêmes travaux sont pris en charge par la commune, par le département, la région ou le domaine maritime. Je ne sais pas lesquels de ces intervenants financent ces dépenses. Donc je vais répondre. Donc l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais dit qu'il incombe aux riverains de la mer d'assurer eux-mêmes la protection de leurs propriétés. Ainsi, si les propriétaires souhaitent réaliser des travaux de protection contre le risque d'érosion, c'est à eux de prendre en charge le coût des travaux. Cela a été le cas pour les riverains de l'Anse de Bayaden, qui ont dû prendre en charge les travaux de consolidation et de revégétalisation du pied de falaise. Si le bien menacé est une route départementale, c'est là le département qui finance. On va parler par exemple de l'enrochement de Port-le-Rec, car là c'est le département qui règle l'enrochement. Autre exemple, s'il devient nécessaire de protéger le sémaphore de Piriac, c'est le ministère des Armées propriétaire qui devra assumer le financement. Idem pour le parking du Closio, là il est sur le terrain de la commune, c'est donc la commune qui va prendre en charge les travaux. Lorsqu'il s'agit de protéger les biens d'intérêt général, équipements ou bâtiments publics, endiguements, marais, certaines subventions peuvent être octroyées par l'État, la région ou le département, et encore ça peut être l'Europe également. Lorsqu'il s'agit de protéger des biens privés, les particuliers, même s'ils sont regroupés en association, ne peuvent bénéficier de subventions. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes dit bien qu'il n'appartient pas aux puissances publiques de financer des protections privées. Toutefois, dans certains cas, seulement lorsque les biens privés représentent un enjeu jugé fort,
On va prendre par exemple le camping de la Falaise à la Turballe ou les immeubles du Rondet de la Gaule avec 5000 logements. Donc là, des financements publics sont possibles et peuvent être mis en place. Même si par le passé, certaines communes ont pu réaliser des travaux pour protéger les intérêts des particuliers, ce n'est plus le cas aujourd'hui et de toute façon, les communes n'en auraient plus les moyens compte tenu de la menace croissante d'érosion qui pèse sur le littoral. Et Isabelle Lemonnier nous en parlera tout à l'heure. Rappelons que dans le cadre de la loi Climat et Résilience du 2 août 2021, la communauté d'Aglo Cap Atlantique La Baule-Guérande s'est associée à Saint-Nazaire Aglo et au CEREMA, donc Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, afin de définir une stratégie locale de gestion du trait de côte, étude qui sera finalisée fin 2024 et qui permettra de préciser les acteurs et actions possibles sur notre littoral. Voilà pour les questions du quart d'heure citoyen. Nous allons donc entamer l'ordre du jour et commencer par l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 2 avril 2024. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques, des questions? Non. Ah oui. Ouais, en fait, maintenant, le rapport de procès verbal, en fait, c'est juste les délibérations et le vote des délibérations. Il n'y a plus rien du tout, en fait, sur les éléments clés ou des choses comme ça. Ce qui fait quoi, c'est l'enregistrement. Vous l'avez écouté? Il n'est pas de très bonne qualité. On essaie de fermer aujourd'hui. Donc nous allons voter qui est contre le procès verbal du conseil municipal du 2 avril, qui s'abstient à l'unanimité. Nous allons arriver sur l'ordre du jour avec la représentation du rapport thématique régional de synthèse de la Cour régionale des comptes relative à la gestion du trait de côte dans les Pays de la Loire et le rapporteur est Madame Isabelle Lemonnier. Bonsoir. La Chambre régionale des comptes Pays de la Loire a inscrit à ses programmes 2022 et 2023, dans le cadre d'une enquête nationale commune de la Cour des comptes et des Chambres régionales des comptes, des contrôles de collectivités territoriales et de PCI portant sur la gestion du trait de côte, c'est-à-dire la gestion du risque d'érosion côtière. Au conseil municipal du 20 février, en présence de M. Norbert Salama, maire du Pouliguen, avait été présenté le rapport suite à l'enquête menée auprès des communes de Piriac et du Pouliguen et de la communauté d'Aglo Cap Atlantique La Baule-Guérande. Le présent document, en date du 16 avril 2024, qui est joint au dossier, constitue le rapport final de synthèse de l'ensemble des enquêtes réalisées en Pays de Loire. Au-delà de celles qui ont déjà faites, il y a aussi le Croisic, Pornic, Pornic Aglo, Pays de Ré, Pays de Saint-Gilles, Croix-de-Vie, Aglo, Saint-Hilaire-de-Riez, les Sables-d'Olonne, les Sables-d'Olonne Aglo, Communauté des communes de l'île de Normoutier et le syndicat mixte du bassin du lac. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation du dit rapport. Donc, il fait 50 pages, à le lire, grosso modo, c'est la même chose que ce qui a été dit le 20 février par M. Norbert Salama. Présenté par M. Norbert Salama. Est-ce que vous avez des observations, des questions, des remarques? Donc, il n'y a pas, ça ne demande pas de vote, hein, c'était une portée à connaissance. Du coup, on va passer au sujet numéro 2, marché public, marché de travaux d'entretien et d'aménagement de voirie, marché à bonne commande. Et là, c'est Rodolphe Béron qui va faire cette présentation. Bien, la commune doit réaliser des travaux d'entretien de la voirie sur l'ensemble du territoire communal. Dans un souci d'efficacité et de réactivité, il est proposé de lancer une procédure de marché à bon de commande. C'est l'article 77 du Code des marchés publics, avec un montant de commande fixé à 100 000 € hors taxe et un montant maximum à 320 000 € hors taxe pour une durée d'1 an renouvelable 3 fois, soit 4 ans au maximum. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame la maire à lancer une procédure de marché à bon de commande pour les travaux d'entretien de la voirie de la commune. Des questions, observations? Très bien, nous allons délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Toujours sur les marchés publics, donc marché de travaux d'aménagement d'un parking, site des anciens ateliers municipaux, et c'est toujours Rodolphe qui prend la parole. Donc la commune a lancé le 31 mars 2023 un appel à candidature pour des travaux d'aménagement du parking des anciens ateliers municipaux. Cette procédure n'a pas été menée à son terme et est restée en attente. En 2024, des aménagements et quelques adaptations du projet ont été réalisées. Les entreprises ont donc été interrogées sur le maintien de leur offre initiale et consultées sur les nouveaux aménagements.
La commission d'appel d'offres s'est réunie lundi 29 avril 2024 pour analyser les offres remises. Ont été retenues les entreprises qui ont remis les offres les mieux disantes. Sur le lot numéro 1, VRD, donc voirie et réseaux divers, c'est la société Charrier RTU, la Turmal, pour un montant hors taxe de 160 656,87 €. Sur le lot 2, qui était le lot paysage, l'entreprise retenue est Atlantique Paysage pour un montant hors taxe de 53 419,25 €. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame la maire à signer les marchés et tout document afférent avec les entreprises Charrier et RTU La Turballe et Atlantique Paysage, attributaires des marchés. Des questions, observations? Ouais, une petite observation, enfin c'est pas une observation, c'est un petit peu pour justifier notre vote, parce qu'on n'a rien contre l'entreprise Charrier ou contre Atlantique Paysage. Par contre, vous connaissez notre position sur le fait d'utiliser tout cet espace pour faire du parking. Et je ne sais pas si dans ces deux lots, qu'est-ce que devient le mur en fait. Est-ce qu'il fait partie de ce lot-là ou est-ce qu'il ne bouge pas en fait dans les travaux du parking? C'est la première question. Puis c'est vrai qu'après, bon, ça paraît comme que c'est une somme, même si c'est vrai que c'est pas 160 000 €, et c'est vrai que la réponse qu'on nous fait souvent, c'est que c'est réversible. Et c'est vrai que c'est dommage d'engager tout cet argent si c'est pour tout casser d'ici 2 ou 3 ans. Donc voilà, c'est notre position, et c'est pour ça que du coup, on s'opposera beaucoup à cette délibération. Oui, je peux répondre sur le mur qui est limitrophe avec la parcelle de M. Azé. On a de gros problèmes d'infiltration depuis la démolition des centres techniques. Donc il est prévu en fait de faire une altimétrie qui va protéger ce mur contre l'eau. Et le mur doit être détruit et refait à hauteur de 1,80 m, mais ça sera une deuxième partie de marché qui est inclus dans le marché, mais après les vacances, en septembre. Voilà. Donc là, dans les 160 000 €, il y a la reconstruction, la destruction et la construction du mur. Oui. Et puis il est prévu aussi des travaux de réfection aussi le long de la mitoyenneté, les murs avec les logements qui appartiennent à la commune et le garage de M. Azé. Et du coup, sur le fait d'être dans l'obligation ou non de pouvoir le couvrir en ouvrage, les panneaux photovoltaïques, c'est quelque chose qui va être obligatoire de trancher dessus. Alors aujourd'hui, on aura une délibération, qui est la délibération numéro 12 pour l'acceptation de la zone d'accélération ENR sur les ombrines photovoltaïques. Après, voilà, on n'a pas lancé encore. Cette acceptation, si elle est acceptée par le Conseil, permettra d'obtenir des financements. Délibération numéro 12. Délibération numéro 12, enfin, voilà. Donc c'est pas encore prévu dans les premiers lots en tout cas. On va délibérer. Du coup, c'est pas prévu là dans les travaux en cours. Les ombrières sont pas prévues. Alors, ça pose un autre problème avec ces couvertures de parking. C'est sur le problème des eaux pluviales. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus bénéficier d'infiltration. Aujourd'hui, il est prévu que la surface du parking soit une surface perméable pour permettre l'infiltration d'eau. Là, si on met des ombrines, on sera obligé de rejeter l'eau sur un réseau. Et on n'a pas de réseau. Il y a le réseau rue de Grain, mais bon, il n'est pas dimensionné pour réceptionner l'ensemble de l'eau de pluie de la surface du parking. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on sera dans l'obligation d'en mettre ou pas? Non, alors, les EDA ENR, ce n'est pas une obligation, c'est une proposition en fait. Et en fait, c'était surtout pour estimer le potentiel de récupération d'énergie solaire. Voilà, sur la commune de Piriac, et c'est fait au niveau de Cap Atlantique de manière globale. On va délibérer. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? Comme Rodolphe est bien parti, il va nous parler maintenant de l'avenant numéro 2 au marché maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la maison des associations et de l'espace jeune.
Donc un marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des projets de la médiathèque, de la maison des associations et de l'espace jeune a été notifié au groupement Vie Architectes, Execom, Cerma, Solab en date du 1er avril 2022. Un premier avenant portant sur des missions complémentaires d'assistance mobilier et thermique a été notifié le 28 mars 2023. Toutefois, ce projet a été revu et il a été décidé de ne pas réaliser le projet de la médiathèque, réaliser la maison des associations et d'espaces jeunes en continuité de l'avant-projet déjà validé, en rénovation d'un bâtiment patrimonial avec une nouvelle phase de concertation avec les associations et responsables concernés par ces deux équipements publics. Déclarée sans suite, la consultation publique déjà engagée en 2023 sur le projet global, car l'économie générale du DCE, de cette consultation d'entreprise, est totalement modifiée sans le projet de la médiathèque. Ainsi, cet avenant numéro 2 a pour objet de prendre en compte les missions déjà réalisées par la maîtrise d'œuvre sur la base de l'avenant numéro 1, la mission de maîtrise d'œuvre restant à réaliser sans le projet de la médiathèque, concernant uniquement la maison des associations et de l'espace jeune, sur la base de l'avant-projet déjà validé, avec une estimation du coût des travaux de 710 906,96 € hors taxes, hors frais généraux du chantier. Voilà, le coût du projet 2023, la médiathèque, la maison des associations et espaces jeunes se décomposait comme suit. Donc les travaux, l'estimation c'était 2 528 566,91 €, les honoraires de 323 070,86 €, la mission déjà réalisée c'est 185 886,05 €, le restant à réaliser 137 184,81 €. Le coût du projet réduit à la maison des associations et à l'espace jeune se décompose comme suit. Les travaux hors frais généraux, 710 906,96 €. Le pilotage des ateliers, 850 € hors taxes. Tous les montants que je vous donne sont hors taxes. Mise à jour du dossier de consultation des entreprises, 5 350 € hors taxes. Les honoraires qui sont forfaitisés, 84 150 € hors taxes. L'avenant numéro 2 est donc arrêté comme suit. Le coût prévisionnel des travaux hors frais généraux, 710 906,96 €. Le montant de la rémunération déjà réalisée hors révision de prix, 185 886,05 €. Le montant de la rémunération restant à réaliser est de 90 350 € hors taxes. Donc le montant total forfaitisé en rémunération, donc c'est pour la maîtrise d'œuvre, 276 236,05 €. Donc à cela s'ajoute le montant de la TVA de 55 241 €. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant numéro 2 au marché de maîtrise d'œuvre, signé avec le groupement Vie Architectes, Execom, Cerma, Solab, pour la réhabilitation de la maison des associations et de l'espace jeunes. Des questions, des remarques? Alors, d'abord, je rappelle que la liste de Tousco-Piriac a toujours annoncé qu'elle prendrait une décision sur la médiathèque une fois toutes les données financières connues. Ça commence à être le cas. Alors, dans les délibérations proposées, les travaux de la maison des associations et de l'espace jeune sont chiffrés à environ 800 000 €. Les travaux de l'ensemble de la médiathèque étaient chiffrés à environ 3,3 millions. Le plan de financement du projet médiathèque présenté par l'ancien conseil le 19 décembre 2022 prévoyait qu'une fois toutes les subventions déduites de la DETR, du conseil régional, du conseil départemental, de la DRAC, la commune n'aurait plus qu'à financer un peu moins de 700 000 €. Le projet présenté ce soir, sans tenir compte de subventions éventuelles, coûterait donc 100 000 € de plus à la commune que l'ensemble du projet médiathèque, c'est 940 mètres carrés. Ma question est donc la suivante. Quel est le montant des subventions que vous avez sollicitées et quel est ce que vous espérez avoir sur ce projet au coût des subventions? Et bref, combien coûtera réellement le projet à la commune? Tu réponds ça? On va en parler après. Oui, c'est. Mais
Le montant de la subvention, c'est une délibération qui est juste après. En fait, on a sollicité des subventions. Pardon. En fait, on a sollicité pour l'instant un maximum de subventions. On a demandé 30% au département et on va solliciter aussi des subventions auprès de Cap Atlantique, donc au titre du fonds de concours, mais on va vous en parler un petit peu après. Donc, pour l'instant, on n'a pas de montant défini. Et on espère avoir le maximum. Ceci étant, le montant final, enfin, je ne sais pas, tu peux peut-être en parler, mais c'est sur la délibération dont tu parlais tout à l'heure, Patrick, c'était 50% en fait, de subventions qui étaient accordées au projet médiathèque, à hauteur de 65,50% pour la médiathèque. Si, c'est ça. Ça fait. C'est pas ce qu'il y a. Si. Ah, nous, c'est mars 2023, ça doit être une correction. Alors là, ça l'est plus. Nous, en mars 2023, il y a eu des modifs, et j'ai le tableau là. Donc là, on était à 50%. Oui. Donc c'est pas du tout les mêmes montants. Donc c'est la délibération de mars 2023. Il suffit de reprendre le compte-rendu de conseil municipal du mars 2023 pour avoir les bons chiffres. Alors, il y a la demande. En 2022, c'était la demande. Alors c'est parce qu'il y a demande qu'il y a. C'était le bon financement. Et il a évolué probablement. Le tableau de la page que j'ai lu en tout cas, mais il y a bien le dernier montant. Dans une réunion qui avait organisée à Caroline, il y avait l'adjoint en finance qui était là et qui a bien précisé quand il disait oui, on a précisé qu'il y avait 80% de subvention. Donc ça, c'était au mois d'octobre. Octobre 2022. Non. La réunion, c'était au mois d'octobre 2023. Bah, la délibération de mars 2023. C'est pas possible, on est en passe. Oui. Et c'était leur. Non, mais l'adjoint aux finances était là à ma réunion, il a bien précisé qu'il y avait 80% de subvention. Enfin bon, ça, on ne va pas parler du passé. De toute façon, On aura des subventions, on sera bien en deçà des 700 000 de toute façon, bien évidemment, on aura des subventions. Donc on sera bien en deçà de ce qui est du budget qui est investi. Oui, c'est la prochaine délibération. On en parlera tout à l'heure. J'avais juste une petite question. Dans le projet 2024, les honoraires étaient 84 150 et en fait, on a version définitive de la France qu'on doit adopter, il passe à 90 356. C'est la mise à jour du DCE qui sont rajoutées. Comme il y a eu des modifications sur le dossier de consultation, voilà, c'est l'avenant. C'est simplement la modif. Parce qu'on a conservé pratiquement le même projet, et avec quelques spécificités, et c'est ce qui veut du coup pour s'améliorer. Je peux me permettre. En fait, si on obtient toutes les subventions qu'on a demandées, il devrait y avoir un reste à charge pour la commune de 197 000 € à peu près. Moins de 200 000, c'est notre projet. Parce que finalement, le plan de financement qui avait été fait pour la médiathèque, que dit Patrick à la hauteur de 80% de subvention, et aujourd'hui, en fait, sur ce projet, nous, on est incapable de dire finalement quel sera le pourcentage de subvention. Alors, c'est juste pour savoir comment ça se fait que eux, parce qu'au projet de la médiathèque, on est capable de dire qu'il y avait 80%, puis là, aujourd'hui, on n'est pas capable de dire quel sera le pourcentage de subvention. Voilà, nous, on a demandé une subvention à hauteur de 50% à Cap Atlantique au titre des équipements structurants. C'est un nouveau dispositif qui est mis en place à Cap Atlantique. On a demandé le maximum, maintenant ça sera arbitré au niveau de Cap Atlantique. On demande le maximum, peut-être que ce ne sera pas le cas.
De même que quand il y a eu le projet de la médiathèque, ce que vous demandez comme subvention, vous êtes éligible pour peut-être 80%, mais il se peut qu'au final, vous n'ayez pas ce qui a été demandé. La même chose, là, pour nous, on a demandé 30% au département. Il est fort possible, compte tenu des restrictions budgétaires et de ce qu'annonce le gouvernement, qu'on ne les ait pas, on ne sait pas. Mais on a demandé le maximum. Donc, Patrick, tu vois, sur le plan de financement, on est aussi aujourd'hui presque 80%. C'est ça. Si on a Mais pas Mais sur ça les ne veut mêmes pas dire qu'on montants. va les avoir. Ça ne veut pas dire qu'on va les avoir. Non plus. Mais pas sur les mêmes montants. Non, bien sûr. On va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc, sujet numéro 5, demande de subvention auprès du département Ami Cœur de Bourg, additif, et c'est pour Philippe Gessin. La commune de Piriac-sur-Mer a sollicité par délibération du 23 mars 2023 une demande de subvention du département de Loire-Atlantique dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt Cœur de Bourg. Les travaux de réhabilitation de l'ancienne bibliothèque en un lieu associatif partagé pourraient bénéficier de ce dispositif. Oui, on parle bien conditionnel. C'est pourquoi il est proposé de rattacher la demande de subvention faite en 2023, ces travaux de réhabilitation de l'ancienne bibliothèque en un lieu associatif partagé. Le plan de financement définitif n'est pas encore connu à ce jour et vous sera transmis ultérieurement. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Madame la maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du département de Loire-Atlantique au titre de l'AMI. Des questions? Observations? On va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Toujours Philippe Gessin pour la révision du périmètre du fonds de concours 2021 alloué à l'opération aménagement urbain de centre-ville. La commune de Piriac-sur-Mer a sollicité par délibération du 30 mars 2021 une demande de fonds de concours à Cap Atlantique pour l'opération aménagement urbain de centre-ville. Ces travaux n'ont pas été réalisés et la durée de ce fonds de concours n'est valable que 2 ans. Néanmoins, au vu de la situation qu'a connue la commune ces 2 dernières années, et après échange avec les services de Cap Atlantique, il nous est possible de conserver le bénéfice de ce fonds de concours d'un montant de 46 905 € au titre de l'année 2021, à la condition expresse de modifier le périmètre afin de le circonscrire aux travaux d'aménagement du parking des anciens ateliers municipaux. Les travaux s'élèvent à 214 076 € et 12 centimes. Voilà, le montant du fonds de concours serait de 46 905 €, soit à peu près une subvention de 22%. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Madame la maire à déposer la demande de révision du périmètre des travaux pour ainsi conserver le fonds de concours de 2021. Des questions? Non, on est plutôt rassurés de bénéficier de cette réserve qui était allouée au projet du parking. Du coup, elle est de nouveau allouée à ce projet-là. Donc, voilà, 2 ans après. Pas de surprise. Qui est contre? Qui s'abstient? Sujet numéro 7, école restauration enfance jeunesse, soutien au projet pédagogique aux écoles préréquaises, subvention projet de classe de découverte, et je laisse la parole à Floriane Mignot. Le Code de l'éducation, notamment son article L533-1, instaure la possibilité pour la commune de décider la mise en place de mesures à caractère social, telles que le subventionnement de projets de classes de découverte. Elle propose que par une délibération soit organisé ce soutien au projet pédagogique des écoles périacoises. Donc, on propose une aide sur les principes suivants, une classe par an bénéficiaire, et le montant de la subvention versée par la commune ne pourra pas être supérieur à 45% du coût réel du séjour par jour et par élève proposé par l'établissement scolaire, sur évidemment présentation des vies effectuées. Base de calcul retenue, 45 € par jour et par élève maximum. Ça, c'est pour les pensions complètes avec l'été.
est limité à 5 nuitées maximum. Et 20 € par jour et par élève maximum, déjeuner plus participation au transport sur une classe sans nuitée. Donc, il est demandé au conseil municipal de valider le soutien au projet pédagogique des écoles périacaises, telles que les classes découvertes, ainsi que les règles telles qu'exposées. Et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ces décisions. Questions, observations? Question. Donc ça, c'est donc pour l'école publique. Et je veux savoir, en fait, est-ce qu'il y aura une compensation pour les deux écoles? C'est écrit. D'accord. Ok. Donc du coup, ça, c'est pour les deux écoles. Oui. D'accord. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Floriane, tu vas continuer avec la participation communale au fonctionnement et au projet pédagogique de l'école publique des Caporniers pour 2024. En matière d'éducation, la commune a en charge la construction et l'entretien des locaux, les fournitures de matériel, la mise à disposition d'agents spécialisés des écoles maternelles, et la restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires. Afin d'assurer les meilleures conditions d'accueil et de travail possibles aux élèves, et ainsi assurer l'égalité des chances de chacun, la commune réalise chaque année un effort conséquent dans ce domaine. C'est pourquoi, outre l'investissement, elle intervient dans le fonctionnement de l'école publique des Caporniers par le biais des fournitures scolaires et du matériel pédagogique mis à disposition des élèves, du matériel mis à disposition du corps enseignant pour assurer ses missions pédagogiques et les petits équipements collectifs. Par ailleurs, la commune soutient le projet pédagogique des classes élémentaires, élaboré par les enseignants. En 2022, la précédente mandature avait augmenté de 4 € les dépenses liées au matériel pédagogique et aux fournitures collectives. En 2024, l'équipe enseignante des Caporniers a demandé une augmentation en ce qui concerne le budget des sorties culturelles, en raison d'une hausse des coûts des structures culturelles depuis le Covid. Moins de groupes scolaires accueillis pendant cette période. Il est demandé d'augmenter le budget de 6 à 10 € sur l'année 2024. La commission éducation-restauration enfants-jeunesse, réunie le 16 avril dernier, a décidé d'augmenter le budget de 6 à 8 € pour l'année 2024 et de faire un point sur le dit budget l'année suivante. Ce soutien est cette année mis en place sur les bases forfaitaires suivantes: 8 € par élève pour les activités culturelles, 23 € par élève pour le transport. En 2024, pour info, l'équipe enseignante des Caporniers n'a pas prévu d'organiser de classes de découverte. Depuis 2019, les transports vers la piscine sont pris en charge par moitié par Cap Atlantique et la commune. Donc, la participation de la commune au fonctionnement et au projet pédagogique de l'école publique des Caporniers se répartit donc comme suit. Vous avez donc tous eu le tableau. Donc, la participation communale au fonctionnement et au projet pédagogique de l'école publique des Caporniers s'élève donc à 21 844 au titre de l'année 2024. Pour information, il est rappelé qu'outre cette participation, la commune de Piriac-sur-Mer s'investit également fortement dans le secteur de l'éducation par le biais des actions mises en place dans le cadre du projet éducatif de territoire et participe également au projet Éco-École mis en place par l'école des Caporniers. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'éducation, vu le budget punitif de l'exercice 2024 voté par délibération du Conseil municipal en date du 2 avril 2024, vu l'avis favorable de la commission École, Restauration Enfants Jeunesse en date du 16 avril 2024, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le versement de la participation communale au fonctionnement 2024 et au projet pédagogique de l'école publique des Caporniers, conformément à la répartition ci-dessous. Donc ça fait un total par élève de 90 € en ce qui concerne le matériel pédagogique, les fournitures collectives et les petits investissements. Questions? Vous avez des questions? Non, je voulais juste souligner qu'effectivement, c'est clair parce que la commission a bien fonctionné et tout ça nous a été expliqué, donc merci pour ça. J'avais juste une question sur le transport des secrétaires de l'éducation académique. Quand on nous augmente là, ça couvre la moitié du coût total de
Non. C'est censé dire que notre part, c'est ça, pour la totalité. C'est pour la piscine. Non, là, il y a un mélange. En fait, ce que Cap Atlantique prend en charge par moitié, c'est le transport piscine. C'est notre poste de 700 €. Et ça, c'est tout. Et le... C'est ce qu'on paye. Non, On paye nous, ouais. 700. C'est ce qu'on paye nous. Nous, la mairie, on paye 700 et 700 pour la piscine. D'autres questions? Question. Donc si j'ai bien compris, en fait, au niveau des écoles, ils demandaient entre 6 et 10 € et finalement la part a été coupée en 2 et ça a été 8 €. On s'aperçoit aussi que depuis 2017, en fait, elle a subi entre 2017 et 2024 que 3 augmentations. Donc c'est vrai que l'idée, c'est que, je pense que c'est ce qui avait été prévu, c'est que l'augmentation après soit au cours de la vie. Et moi, la question que je voulais savoir, c'est est-ce que finalement, cette poire qui a été coupée en 2, est-ce qu'elle compense le rattrapage des différentes années qui finalement n'a pas eu d'augmentation de toute Là, l'augmentation, là, en fait, c'est vraiment que pour les sorties culturelles qui a été demandée. Donc, on s'était dit que, en commission, on en avait discuté, que 40% d'augmentation, ça c'est quand même beaucoup. Donc, on s'était dit qu'en mettant 20%, on prenait déjà quand même bien le coût supplémentaire des sorties en compte. Après, c'est pour cette année. Tout sera à bonne discussion pour l'année prochaine. Si vraiment ça va pas, on verra avec les suivantes. Et eux, aujourd'hui, avec cette augmentation, ils sont contents quand même. Je discute avec eux. Non, pas encore, puisqu'on ne s'est pas venu. On va leur annoncer. On fera le point avec eux, on a un conseil d'école en juin. Mais c'est justement lors du précédent conseil d'école qui vous l'avez demandé, cette chose. Non, en fait, ça n'a pas été abordé. Et qui l'ont demandé par quel biais? Mais ils ont fait leur demande pour tous les ans. Comme tous les ans, en fait. Sans justificatif supplémentaire. Non. C'était ça. C'est pour ça qu'on en avait parlé. C'était ça qu'on gênait. D'accord. Finalement, il n'y avait pas de. Non, Pas justifié, c'était un peu une demande Ouais, aussi c'est ça. au doigt mouillé, et puis finalement, vous avez fait une réponse au doigt mouillé. C'est ça. Un peu Non. ça. Enfin, c'est pas. Non, On va dire pas au doigt mouillé, mais après. On coupe la poire en 2. Non, c'est 40%. On tient compte du. On a pris 20%. L'évolution de la vie, enfin, du- Ouais, Nous, 20%. on a pris 20% alors qu'on demandait 40%. On note l'heure de l'arrivée de l'organisateur. Et on va voter. J'ai juste une petite question par interrogation. La baisse du coût du cycle de voile, il y a moins d'élèves qui en font, les tarifs ont baissé. C'est par rapport au nombre d'élèves en fait. Oui, il y a C'est moins le nombre- d'élèves ouais, qui en c'est le nombre de CM2 concernés. CM qui sont On va voter. Jacques, tu vas pas voter comme tu n'as pas entendu. Donc on va faire tous le plan. Qui est contre? Qui s'abstient? Et Floriane, comme tu as la parole, tu vas la garder pour le règlement de fonctionnement du pôle enfance-jeunesse. Alors, les différents services du pôle enfance-jeunesse, outils accueil, accueil périscolaire, accueil de loisirs, restauration municipale, espace jeune, disposent d'un règlement de fonctionnement unique à toutes les structures qui avait été mis à jour le 27 juin 2023. Depuis le mois de juillet 2022, un espace famille est mis en place. Cet outil permet aux familles de gagner en autonomie dans leur demande d'accueil et aux professionnels d'avoir davantage de visibilité sur les fréquentations. Afin de répondre à la réglementation de la caisse d'allocation familiale sur les termes employés dans un règlement de fonctionnement, de le rendre plus lisible auprès des familles et de s'adapter à l'organisation des familles et de services, celui-ci doit être modifié. Donc voici un récapitulatif des modifications proposées. Pour le service petite enfance, commission d'attribution des places, précision des critères de priorité, délai de réponse des familles. Pour les types d'accueil, précision des demandes d'accueil via l'espace famille qui sont validées ou non par la direction, modification des termes employés pour les différents types d'accueil, précision des critères d'accueil pour un enfant de moins de 6 ans non scolarisé, clarification des critères pour un accueil d'urgence et des justificatifs demandés, problèmes de santé, décès d'un proche, reprise d'activité et ou rendez-vous professionnel,
Arrêt de l'assistante maternelle après avoir sollicité le relais petite enfance. L'accueil d'urgence sera dans un premier temps d'une durée maximum de 15 jours qui pourra être réévaluée. Précision que la direction peut modifier les heures réservées si elles ne correspondent pas aux heures réelles. Tarification. Précision de la tarification au quart d'heure. Tolérance de 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Les temps de familiarisation sont facturés au tarif habituel de la famille. Les heures de présence en dehors des heures d'ouverture sont facturées au tarif habituel de la famille. Des sanctions sont définies en cas de non-respect répété des heures d'ouverture. Révision des tarifs tous les ans. La famille doit informer le service et la CAF si changement. Le tarif aide sociale à l'enfance correspond au tarif plancher. Les données de ressources sont conservées pendant 5 ans en cas de contrôle par la CAF. Les factures des familles sont vérifiées en fonction des heures réservées et réelles, puis envoyées sur l'espace familial. Stagiaires. Possibilité d'accueil de stagiaires de formations diverses si le projet professionnel est cohérent. Rupture du contrat. Modification du préavis de rupture du contrat à 15 jours. Déduction obligatoire en cas d'absence. Ajoute une déduction dès le premier jour pour une maladie de 2 jours maximum sur présentation d'une attestation sur l'honneur le mois concerné par l'absence. Donc là, ce sera une phase test jusqu'en décembre avant intégration au règlement définitif. Médicaments et modalités d'intervention d'urgence médicale. Pour garder une traçabilité, les parents seront informés par SMS de l'administration de l'antipyrétique en cas de fièvre de l'enfant. Pour le service des accueils, accueil périscolaire, précision pour la facturation des absences. Les familles seront facturées d'une demi-heure doublée au tarif de la famille sans le goûter, aussi bien si celle-ci est hors délai et ou non prévenue. Inscription qu'une tolérance de plus ou moins 5 minutes est appliquée lors du pointage d'arrivée et de départ de l'enfant. Accueil de loisirs, mercredi et vacances scolaires. Mise en place d'une période de familiarisation possible pour les enfants d'âge scolaire qui vont intégrer une école à Pierre-sur-Mer. Réservation les mercredis. Réduction du délai de prévenance pour inscription des inscriptions pour les mercredis à 1 semaine, soit au plus tard le mardi 14h de la semaine précédente. Donc il y a un test à compter du mercredi 29 mai jusqu'au 3 juillet avant intégration au règlement définitif. Des places non pourvues les mercredis pourront être attribuées pour les enfants non scolarisés sur la commune en adressant un mail dans le délai d'1 semaine à l'avance. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le règlement de fonctionnement unique validé par délibération du Conseil municipal en date du 17 mai 2022, vu l'avis favorable de la Commission éducation, restauration et enfants-jeunesse en date du 16 avril 2024, vu le projet de règlement de fonctionnement unique amendé du pôle enfants-jeunesse tel qu'annexé à la présente délibération, il est demandé au Conseil municipal d'approuver les modifications telles que présentées du règlement de fonctionnement unique du pôle enfants-jeunesse à compter du 1er juin 2024, de préciser que le règlement de fonctionnement sera applicable au 1er juin 2024 et d'autoriser Madame le maire à signer tout document afférent à la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions, des observations, des remarques? Petite remarque. C'est au niveau de sur l'attribution des places. Avant modification, en fait, la phrase était celle-là. Les élus de la commune ont choisi de ne pas donner de critères de priorité, si ce n'est que l'ordre chronologique demande des types d'accueil. Ça, si j'ai bien compris, en fait, il y a besoin de priorité. Donc, c'est pour ça que ça a été enlevé, pour ajouter qu'effectivement, il y avait un ordre qui était les familles adressées par le CCAS ou la PMI, la commune d'habitation de Caillac-sur-Mer, puis les communes du territoire des étoiles de la HGE, cohérence de l'accueil, fonction des classes de famille, l'accueil de fratrie, date de demande. Mais ça n'empêche qu'au travers pour 2 familles adressées par le CCAS, à ce moment-là, quand même, la phrase qui suivait, qui était que les élus de la commune n'ont pas choisi de donner de critères de priorité, à part le chronologique. En fait, il y avait besoin d'une priorité, qui était le CCAS et tout ça. Mais dire que s'il y a 2 enfants qui sont arrivés par CCAS, il faut quand même que la commune n'ait pas de priorité, à part l'ordre chronologique de demande. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui.
Parce que je pense que la phrase, en fait, elle comprenait ça déjà, mais ce qu'elle ne voulait pas, c'est qu'elle choisisse entre deux familles en disant elle ou elle, qu'il n'y ait pas de jugement de... je pense que c'est pour ça qu'elle a écrit cette phrase. C'est pas parce que, effectivement, je pense qu'elle prenait en compte forcément le CCAS et tout ça, mais c'est que je trouve que c'est important qu'on note que la commune n'a pas à choisir, en fait, arbitrairement, en fonction des critères. C'est quel article? C'est où là? La 6 de règlement intérieur. C'est vrai que Il n'y avait pas de critères, là maintenant il y en a. Avant il n'y avait pas de critères. En fait, c'était la chronologie, c'est-à-dire le premier inscrit était inscrit et il n'y avait pas de préférence pour les Pyrénées, il n'y avait pas de préférence pour les... Là on hiérarchise la mission. Donc on admet en priorité ceux qui viennent du CCAS, ceux qui sont directs. Donc là, donc il y a une vraie différence avec ce qui existait avant. T'as pas compris. Je suis tout à fait d'accord avec le fait de prioriser. Mais c'est que dans ces priorités, la commune n'a pas à choisir. C'est-à-dire que 2 enfants qui arrivent avec le CCAS ou 2 enfants de Piriac, s'il n'y a qu'une place pour 2, c'est l'ordre chronologique. Oui, il est maintenu l'ordre chronologique. Date de la demande, c'est marqué en fait en jaune. Chronologique, Oui, elle est notée de la date de la demande. Ouais. D'autres observations? Qui est contre ce règlement du Pôle emploi jeunesse? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vais donner la parole à Philippe Gesselin pour les tarifs de la location de la salle Medischool. Suite au déménagement de la bibliothèque, la salle Medischool se trouve donc libre et peut être à nouveau mise à disposition des associations et des particuliers. Il est donc nécessaire de fixer les conditions et tarifs de location comme suit. Donc, association communale, vous avez le tableau, en gros, pour les associations communales, c'est gratuit, et pour les associations extérieures, la demi-journée 197 € et la journée 425 €. Et pour les particuliers de la commune, demi-journée 115 € et à la journée 281 €. Et pour les particuliers extérieurs, c'est la même chose que pour les associations extérieures. Voilà. À ajouter à cela qu'il y a un forfait de nettoyage de 104 € ainsi qu'un dépôt de garantie de 200 €. Voilà, il est demandé au Conseil de bien vouloir délibérer. Question? Si. Si, mais comme ils étaient obsolètes, puisqu'il n'y a pas eu de la dernière délibération de 2023, la salle Medischool n'y était pas, puisqu'elle était la bibliothèque. Donc il n'y a que celle-ci qui n'avait pas été délibérée au dernier tableau de délibération des tarifs communaux, des bâtiments communaux. Donc il fallait remettre ça. Et en fait, on a repris les mêmes tarifs. On a repris les mêmes tarifs. Et le ménage, c'est une option? Ça reste une option? C'est obligatoire. Non? Non, c'est optionnel. Non, ça marche. Soit vous faites le ménage vous-même, soit... C'est optionnel. Si vous faites mal le ménage, il y a la caution de 200 €. Oui. D'autres questions, observations? On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On va passer à la dénomination du parking des anciens ateliers municipaux par Rodolphe Béraud. Il y a des travaux d'aménagement du parking en lieu et place des anciens ateliers municipaux vont prochainement débuter. Afin de faciliter les déplacements sur la commune, il est proposé de dénommer ce parking parking de la conserverie. La signalétique correspondante sera mise en place. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de dénommer le parking situé en entrée de ville à l'angle de la rue de Grain et de la rue de la Tranchée, parking de la conserverie. Est-ce qu'il y a des observations, des questions? Oui, on va peut-être vous surprendre, mais nous, c'est vrai qu'on n'est pas contre le fait qu'il y ait un parking à cet espace-là, parce que c'est vrai que... Alors, par contre,
Nous, on est contre. Si tu avais écouté ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit qu'on était contre le fait d'utiliser tout l'espace pour faire du parking. Donc, en tout cas, même s'il y avait eu un plus petit espace pour faire un parking, je trouve que le nom est très bien choisi. Moi, je voterai. Mais après, oui, les Piriaquais savent que c'était la conserverie était là, donc il y a la rue de la Sardinerie à l'ERA et le parking de la conserverie dans le jour de Piriac. Donc on va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Toujours Rodolphe sur un sujet très intéressant, l'adoption des zones d'accélération ZANR sur Piriac. Oui, ça me revient dessus. Donc l'article 15 de la loi numéro 202-3175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable permet aux communes de proposer des zones d'accélération pour le développement de la production d'énergie renouvelable. Une consultation publique a été lancée et s'est déroulée du 22 février au 22 mars 2024. Il est demandé au conseil municipal, alors je vous épargne les vues, le code général, etc., considérant que les zones d'accélération énergie renouvelable doivent être définies pour chaque catégorie de sources et de type d'installation de production d'énergie renouvelable, en tenant compte de la nécessité de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire et de la puissance d'énergie renouvelable déjà installée, considérant que les zones d'accélération énergie renouvelable doivent être définies dans l'objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l'implantation d'installations de production d'énergie, considérant que l'élaboration des zones d'accélération énergie renouvelable doit faire l'objet d'une concertation publique vu un débat en conseil communautaire, ensuite vu les délibérations. Il est demandé d'approuver les zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables telles qu'annexées à la présente délibération. Vous avez projeté ici la dernière page de cette présentation. Autoriser Madame la maire à transmettre les informations au référent préfectoral et à la communauté d'agglomération Cap-Atlantique, la Guérande-Aglo. Autoriser la communauté d'agglomération à transmettre au référent préfectoral les données cartographiques conformes à cette délibération. Voilà. Donc en fait, sur cette dernière page, là, ça a fait l'objet de négociations avec Cap-Atlantique. Donc on est sur des valeurs conformes. Donc en fait, c'est vraiment une synthèse des potentiels, non pas de ce qui est installé aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, sur le parc privé, on a des demandes régulières d'installation de panneaux photovoltaïques. Donc les potentiels d'installation sur Piriac-sur-Mer sont partagés ici en deux sources, le photovoltaïque sur toiture et celui au sol et sur ombrière. Donc on voit le potentiel qui est de 2,7 GWh par an à peu près pour le photovoltaïque sur toiture par rapport aux 32 GWh à l'échelle de l'agneau et au sol et sur parking, donc sur ombrière, de 2,7 GWh par rapport aux 104 GWh sur l'agneau. Voilà. Donc en éolien, il n'y a pas de potentiel identifié. Voilà, j'ai discuté de ça avec le référent. Les réseaux de chaleur, il y avait un potentiel éventuel, mais il aurait fallu que les pales soient coupées avec les bâtiments communaux. Donc ça, c'est une chose qui n'est pas réalisable. En plus, on ne savait pas où placer les pompes à chaleur. Donc il n'y aura pas de réseau de chaleur à Piriac. Est-ce que vous avez des questions? Des commentaires? C'est quoi le planning un petit peu après de déroulement de tout ça? En fait, il n'y a pas de planning. C'est simplement un affichage. Un affichage, voilà, c'est ce qui va permettre aux démarcheurs téléphoniques de vous appeler pour dire qu'il faut installer le capteur solaire. Si vous voulez, le gros problème, c'est qu'au début de ce qui nous avait été proposé à la mairie, c'était de mettre ce qui est généré en matière d'énergie par
des énergies fossiles ou de l'énergie atomique. Et en fait, c'est pas comparable du tout, puisque le solaire, c'est uniquement la journée, c'est pas la nuit. Donc ça ne nous dispense pas d'utiliser des énergies. Alors, l'éolien peut fonctionner la nuit, mais c'est une des rares sources d'énergie naturelle qui puisse fonctionner la nuit sous réserve qu'il y ait du vent. La mer, pour l'hydrolien, ouais, l'hydrolien, bon, aujourd'hui, les pêcheurs sont contre. Enfin, ah bon, je crois qu'on est tous. La politique qu'on voudrait mettre en place sur la commune, c'est effectivement surtout pour des économies d'énergie et non pas consommer plus d'énergie. Bon, donc ça passe pas mal. Mais aujourd'hui, on nous demande d'approuver les zones d'accélération énergie renouvelable. Enfin, pour ma part, moi, je ne peux pas me poser. Et du coup, c'est dans les projets ou pas de... Parce qu'on dit que les particuliers peuvent, mais est-ce que la mairie s'engage ou souhaite, ou je ne sais pas, ou prendra cette position à un moment ou à un autre? C'est compliqué. En tant que maître d'ouvrage public, c'est compliqué d'aller dans ce sens-là, sachant que la revente d'énergie, par exemple, elle est financée. Donc, si on est en excédent, en fait, on serait en excédent de. Si on arrivait au maximum, au potentiel fourni, on devrait revendre de l'énergie. Or, la revente de l'énergie, ça fait augmenter les taxes sur les consommateurs, sur l'ensemble des consommateurs. C'est la CSPE, donc c'est un peu compliqué. Mais on n'est pas à l'abri, enfin on ira sans doute vers des installations photovoltaïques dès qu'on le pourra et dès qu'on aura les sites adaptés. Et là, il n'y a pas de volonté d'y aller. Il y a une volonté quand même d'aller sur les énergies renouvelables. Après, on est en zone SPR, donc c'est assez compliqué sur le photovoltaïque dans le cœur de Bourg. Effectivement, il faudrait des constructions à l'extérieur et on n'est pas défavorable aux énergies renouvelables, on est plutôt favorable. On n'est pas défavorable, mais aujourd'hui, on préfère changer, par exemple, l'éclairage, mettre de la LED pour faire des économies d'électricité plutôt que de mettre du panneau photovoltaïque et conserver. Parce qu'en fait, il y a un problème de balance des finances. Soit on réduit nos consommations par des actions qui ont un coût, soit on dit on conserve le même niveau de consommation et à ce moment-là, on se balance sur des énergies renouvelables. Je crois que la balance en termes environnementaux n'est pas bonne. Il faut d'abord mieux consommer moins et ensuite on verra pour produire. Les deux sont pas incompatibles non plus. Exact. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Lionel, tu es en train de dire que finalement, avec le fait qu'on soit en zone on ne peut pas, mais à la fois on présente un plan comme quoi on pourrait. Je comprends pas. Sur toute la commune, on peut. Après, sur la zone SPR, donc le centre, le cœur de Bourg, c'est tous ceux qui ont fait des dépôts ont essuyé des refus des ABF. Les zones qu'on propose ce soir au vote, elles ne sont pas en SPR. Voilà. Elles sont pas en SPR. Oui. Sur ces zones-là, il n'y aurait pas rien de le faire. Oui, on n'a pas de bâtiments communaux sur ces zones-là pour le moment. Alors, ouais, les zones qui ont été identifiées ne sont pas des zones communales, hormis des parkings. Oui. Autrement, Les parkings. ce sont des espaces privés. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. L'ordre du conseil est épuisé, peut-être vous aussi. Je voulais juste faire donner une information sur l'antenne qui a été installée sur la zone du Pladreau. L'antenne 5G, elle a été installée par l'ancien municipe. Voilà, donc on n'y était pas favorable, mais on n'a pas de moyen d'action pour le moment. On a vu la déclaration préalable. On est en recherche de la convention qui nous lie pour cette antenne. Et on informera la population dès qu'on aura plus d'éléments sur cette antenne. On l'a cherchée, on ne la trouve pas.
Pourquoi la commune n'est pas favorable? Pourquoi la commune n'est pas favorable? Alors, on n'est pas favorable à une installation comme ça sans avoir fait d'enquête publique auprès des populations, puisque on peut se poser une question, on peut quand même se poser la question des ondes des antennes 5G tout près des populations. Il y a peut-être d'autres endroits pour la mettre. C'est vrai, on a tous un téléphone dans la poche, En 4G, ça marche bien, hein, 4G. Ouais, 4G, mais 5G, c'est pas mais est-ce que la 5G est plus nocive que la 4G? Oui. Ah oui, c'est bon. Il y a plus d'ondes. L'antenne, c'est la mise. CPM. Ah d'accord. Oui, elle est auprès aussi des agents, des équipes municipales. Voilà, donc c'est une information. Je vous remercie de votre présence et de votre participation et vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.